Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une visite d'un château falaise plus exactement en Dordogne. Néanmoins, vous trouverez dans ma vidéo quelques ressentis dans ce château, ainsi que 3 PVE découverts au montage. On entend un PVE dans la cuisine, une sorte de faune, qui n'a pas de sens, hein, donc ce n'était pas quelqu'un, puisqu'à ce moment-là il n'y avait personne, et je ne vois pas quelqu'un utiliser ce mot-là si près de mon appareil. Dans la salle d'armes, pièce dans laquelle je me suis vraiment sentie très mal, vous le verrez dans la vidéo, j'ai eu vraiment des pincements au cœur, des hauts le cœur, des grosses douleurs d'oppression dans la poitrine. On entend un souffle masculin dans mon micro, une sorte de... Et on entend bien que ce n'est pas moi, puisque vous verrez, je ne parle pas à ce moment-là, on n'entend pas de son. Et le dernier, dans la pièce de l'alchimiste, donc tout en haut, donc là il n'y avait pas de bruit, puisque c'est une pièce où il n'y a pas de bruitage et il n'y avait personne. Et on entend un filon masculin, donc qui dit ce mot Voilà, je ne sais pas. Personnellement, j'entends vraiment la différence entre un PVE et une personne qui parle, puisque les personnes parlent en faisant des phrases. Et là, on a juste des mots, c'est des sons très de souffle en fait. Hein. Et c'est très proche du micro, comme vous l'entendez, c'est vraiment pas un son comme quand on parle. Vous entendrez quand je parle, c'est vraiment pas la même chose. Et quand quelqu'un parle loin, ce n'est pas non plus la même chose. Donc, enfin, on a pour moi ici 3 PVE réels. Donc dites-moi si vous entendez autre chose que moi. Donc la pièce dans laquelle je me suis sentie le plus mal, c'était la chambre des domestiques. J'avais vraiment le souffle coupé, une sensation d'être à court de souffle, hein, une oppression pareil. On se sent très mal, globalement dans tout le château, hein, on se sent très mal. Il y a une sensation de froid intense. Le feu n'est clairement pas de trop. Alors après, on pensera ce qu'on pensera, hein. Certains diront que les ressentis que je ressens n'existent pas et que c'est uniquement de la suggestion et que c'est dans ma tête. Libre à vous évidemment de penser comme ça. Voilà, moi je vous livre mes ressentis, ce que je ressens dans ma chair, dans mon émotion, mais ce n'est pas la science infuse. Probablement que certains d'entre vous ne ressentiront rien, d'autres ressentiront autre chose ou auront des difficultés dans d'autres pièces. Voilà, donc l'escalier pareillement, je me suis pas sentie très à l'aise, je l'ai trouvé très glauque, très sombre, il y avait quelque chose effectivement de pas clair dans cette pièce. Donc pour moi c'était la chambre des domestiques, l'escalier et la salle d'armes. Autant le cachot ne m'a rien fait, la chambre du bouc ne m'a rien fait. Donc voilà, c'est très personnel, c'est très subjectif. J'espère que cette vidéo vous plaira, même si ce n'est que pour le côté historique du lieu. J'espère que vous allez bien, on fait une petite vidéo aujourd'hui au château Maisonfort de Reignac, juste derrière moi. Voilà, on va aller voir ce qu'il y a là-dedans. J'espère que ça vous plaira. Situé sur la commune de Tursac, dans le Périgord noir, on a trouvé dans ces lieux des traces de Cro-Magnon il y a plus de 20 000 ans. Il faut attendre le XIVe siècle pour que ce bâtiment devienne une maison forte. On arrive au château par le côté droit, avec un étrange jardin dans lequel vous pouvez croiser Merlin, le chat du domaine. On notera un gros système défensif, puisque l'attaque ici ne pouvait être que frontale. C'est le dernier château falaise du pays. Néanmoins, la grotte, à 40 mètres de haut, n'a jamais été attaquée. La porte était le point faible de cette maison. Elle était donc équipée d'un système de défense. Lors d'une attaque, chaque domestique connaissait son poste pour jeter des pierres ou tirer à l'arbalète. On peut en remarquer dans la chambre de la comtesse, dans la chambre du bouc, dans la chambre des domestiques ainsi que dans la cuisine. 15 personnes seulement pouvaient défendre donc leur position. On entre via un sol empisé dans une petite pièce baptisée la souillarde, c'est-à-dire le lieu où on conservait la soude, les savons. Il y a de nombreux éviers dans cette maison. Ils permettaient le lavage des mains, mais également la lessive, la vaisselle. Le mot souillarde ainsi que le mot souillon réfèrent au verbe soyer en ancien français, qui voulait dire salir. On peut également trouver le mot soi, qui signifiait abîme de l'enfer, issu du latin solium, qui parlait de la cuve. On stockait ici des aliments dans des jarres ou des houles en fonte. On arrive ensuite dans la cuisine. Une table centrale bien garnie, des buffets, une grande cheminée dans laquelle un feu brûle toute l'année. Une petite fontaine également dans laquelle il y a encore de l'eau. Beaucoup d'éléments pour suspendre les aliments et les mettre à l'abri des rongeurs, de nombreuses crédences.
On trouve dans cette maison beaucoup de trophées de chasse, ce qui pour moi était assez perturbant. Voici un ancien four, un pressoir, une baratte à beurre, un piège à souris. Il y a un trou pour attaquer la porte. Non aussi. Cruche. Vous pouvez également voir une exposition sur les vestiges préhistoriques trouvés lors des fouilles archéologiques sur le site. Il y a notamment beaucoup d'os et de dents d'animaux, des racloirs, grattoirs et lamelles en silex, burins, des scies denticulés, des perçoirs, du bois de renne, des propulseurs, des harpons, etc. Et beaucoup de reproductions d'œuvres connues telles que des Vénus. La Constitution. Un tout petit crâne, lui. Homo erectus. Homo sapiens néandertalis. Néandertal. Cro-Magnon. Et nous. Ouais, bah, c'est kiff-kiff, quoi. Ainsi qu'une reconstitution miniature de leur technique pour déplacer les mégalithes. Nous voici dans l'ancien cellier, avec un saloir à jambon, un pilon, des crochets à jambon. On peut admirer une belle collection d'objets particulièrement insolites. Un pistolet du Premier Empire, un grappin, des fouettes à poissons et à anguilles, des cadenas du XVIe siècle, des serrures raclées, des pénis de bœuf torsadés, des fers de lance du XVe siècle, des fers à repasser, des moules à hosties, des chausses-trappes à jeter sous les pieds des ennemis, des fers de bœuf, des cornes à poudre. Des crécelles de lépreux, lampes à huile, boulets de canon, balles de mousquet, étriers du XVIe siècle, lampes à pétrole, soufflets, chaperons de faucons du XVIIIe et sonnettes de rapaces. Cloches pour les ânes, des outils pour tondre ou bien fouetter les enfants, du matériel d'hygiène pour le lavement ou la barbe des messieurs. On pénètre ensuite dans la grande salle de 70 mètres carrés, tout en pisé, faite avec 17 000 cailloux. Une grande cheminée, un évier creusé dans la roche, idéal encore pour se laver les mains. Il fait super humide. En empruntant ces escaliers glauques au possible, on arrive dans la pièce la plus chargée pour moi. Ici dormaient une dizaine de domestiques sans chauffage autre que la hotte. On imagine bien l'inconfort de dormir dans des chalits,
c'est-à-dire des caisses en bois garnies de paille ou de fougères. Je me sens pas bien dans cette pièce. Ah, c'est particulier. On monte ensuite dans une pièce type salon, richement décorée. On remarqua au XIIe siècle, dans cette vallée, de nombreux vols, de nombreuses violences, notamment sur des bergères et des religieux, que l'on retrouvait morts, mutilés ou tout simplement disparus. Hélas, comme il ne restait aucun témoin vivant de ces malencontreuses expériences, une légende apparut, notamment celle d'un bandit avec le visage cagoulé d'une peau de bête. Le seigneur Jacquemet de Rignac, qui était chargé de l'enquête, laissa traîner cette histoire et étrangement tous ses méfaits disparurent quand il prit la fuite. Donc on suppose que cet homme, Jacquemet de Rignac, était le premier concerné et donc c'est pour ça qu'il laissait traîner cette enquête. Il faut savoir que cet homme était un ancien croisé qui était prisonnier des Sarrasins et prisonnier dans un cachot, ce qui peut expliquer la taille de sa chambre, qui ressemble plus à une cellule. Et en ce retour de Dordogne, donc à la mort de son père, il était particulièrement cruel. Sa justice était expéditive. Il aimait torturer les gens et pendre des juifs sans raison valable. Il était un grand spécialiste de la torture apparemment. Il faut savoir que ce Jacquemet était né du viol de sa mère par un prêtre, ce qui explique sa haine contre les ecclésiastiques et sa relation assez perverse et décadente envers les femmes. Il était fils adoptif du seigneur de Rignac. La chambre du bouc fait environ 4 mètres carrés. Le droit de servage était obligatoire à l'époque. Il demandait à toutes les jeunes femmes de la région de passer plusieurs semaines en tant que bonnes au château du seigneur. Il est évident qu'il y avait dans ces cas beaucoup d'abus de pouvoir. Vous trouverez dans la salle d'armes une collection assez spéciale d'instruments, tels que colliers de bagnards, menottes d'esclaves, y compris pour les enfants, colliers contre les loups et une grande quantité d'armes. J'ai mal au cœur. Petite chapelle. Le son de cette cloche s'entend à plusieurs kilomètres. La cloche d'Airain a annoncé les événements majeurs, la Révolution de 1789, le début de la guerre de 1914, la fin de la guerre en 1918. Elle a sonné pendant 1 heure en 1944 lors du débarquement et 2 heures le 8 mai 1945 pour la libération. On appelle l'Airain un mélange de bronze et de cuivre et de 40% d'airain.
Voici la salle d'armes. Cette chaise, nommée trépadium, ressemble clairement à une chaise gynécologique. Servait-elle à aider vos accouchements ou à torturer des innocentes, tel qu'on pourrait le voir dans l'exposition sur la torture? J'aurais pas aimé être dans le cachot. Voici le cachot dans lequel le Seigneur emprisonnait ses victimes. Le vice était poussé à l'extrême car pour augmenter la sensation de solitude du prisonnier, il ne pouvait voir personne puisque le passe-plat était en chicane. Ah oui, il y a un ours à l'intérieur. Un petit. Cette pièce de l'alchimiste où on trouve un ours empaillé et quelques armes est particulièrement spéciale. Pointe de flèche. C'est quoi? Ah oui, une fouine. Une hermine, je sais pas trop. On appelle cette grotte la grotte des faux monnayeurs. Il faut savoir que la fabrication de fausses monnaies est un crime puni par l'ébouillantage, c'est-à-dire la bouilhure jusqu'à la mort, une torture particulièrement atroce. Léopold de Bonaventure est un personnage également du lieu qui était alchimiste et qui cachait peut-être des trésors. Cette grotte isolée et les nombreux coffres-forts de ce château font suspecter cet usage, cette pratique. Mais ceci n'a jamais été prouvé, tout comme les méfaits du bouc de Reignac. Voici une trappe pour lancer tout type de projectiles. Cet abri a été réaménagé à l'identique en 2010. Ce lieu de défense n'a jamais pu être pris. Sacré point de vue. C'est fou, ça fait le même effet. Avec là cette chambre, la chambre de la comtesse. On voit ici un lit à colonnes dont le dossier de tête est très haut. En effet, on y mettait de nombreux coussins afin de dormir assis, car la position couchée était celle des morts. Les rideaux apportent également chaleur et intimité. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci aux nouveaux abonnés et bienvenue. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!